Les 2 derniers matchs qu'on a eu face à cette équipe de Bournemouth n'étaient pas très positifs pour nous supporters de Manchester United. Il y avait d'abord cette défaite l'année dernière à Old Trafford, 3-0. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis un déplacement à Bournemouth qui s'est soldé sur un score de 2-2. Tout ça, c'était l'année dernière, sous l'ère Erik ten Hag. On a clairement une image, un blason à redorer face à cette équipe. Donc, abonnez-vous, la petite cloche, un petit like, et on se retrouve après l'introduction. A tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va se retrouver à parler de Mercato, des informations, les news, des différents interviews, et on va parler du match face à Bournemouth. Et déjà, il faut savoir une information ultra importante. Sous l'ère Amorim, on a marqué 9 buts en 5 matchs de Première Ligue. Ce qui change déjà des 9 matchs où on a marqué 8 buts sous l'ère Erik ten Hag. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que cette équipe de Manchester United marque beaucoup de buts depuis l'arrivée d'Amorim, le coach portugais. Et tout ça s'est déroulé cette saison. Déjà, information ultra importante, Mercato qui est tombé cette semaine. Il y a Naples et Galatasaray qui sont intéressés par Harry Maguire. Le joueur, il est libre de signer un pré-contrat à partir du 1er janvier. Si United n'a pas activé la clause de prolongation d'une année supplémentaire d'ici là. Il considère que ce piste-là est très intéressant. Il faut se dire les choses. Manchester United est en discussion avec le joueur pour le prolonger justement, pour activer cette option. Et il faut se dire les termes, le joueur il est plutôt bon dernièrement. Le joueur il est quand même solide mentalement, parce qu'avec tout ce qu'il a subi chez nous, il a su se relever et à retrouver son plus haut niveau. Donc ce que je pense de cette information, c'est que Harry Maguire, je pense qu'il est temps pour lui de partir aussi. Je le mets un peu dans le même panier que Marcus Rashford. Nouvelle ère, donc je pense que ce qui est mieux pour lui, c'est qu'il parte et qu'on lui trouve un remplaçant d'ici l'été prochain. Encore une fois, c'est un bon joueur, mais il n'est pas au standing de Manchester United. Je pense qu'il y a mieux. Et j'espère qu'on va chercher justement mieux une autre piste plus intéressante que Harry Maguire. Le joueur, il faut savoir une chose, c'est que le joueur il est évalué à 15 millions selon Transfermarkt. Donc je pense qu'on doit essayer de le vendre dès le mois de janvier pour récupérer un petit billet de 15 millions. Sinon, activer justement cette option pour que le joueur ne parte pas gratuitement l'été prochain. Donc voilà ce que je pense de ce piste Harry Maguire. Concernant les news, il faut savoir une chose, c'est que Ruben Amorim veut mettre 7 joueurs à la porte, alors qu'il a donné de l'espoir aux supporters des Red Devils en arrivant sur le banc de Manchester United. Il y a 7 joueurs qui sont susceptibles de partir. Notamment, je pense, les 7 joueurs, j'ai pas les noms précis, mais il y a des informations qui circulent. Comme quoi, il y a Rashford,
il y a Anthony, il y a Casemiro, il y a Eriksen, il y a Maguire, il y a Lindelof et il y a Malacia. Encore une fois, rien n'est sûr. C'est une information qui a circulé. Donc, c'est à prendre avec des petits pincettes. Là, je suis là juste pour vous donner les 7 noms et que cette rumeur-là, elle existe bel et bien. Donc, est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Moi, je pense que les 7 noms cités c'est une très très belle décision de la part de Ruben Amorim. Parce que déjà, Manchester United doit changer d'air, doit être dans une nouvelle philosophie de jeu. Il faut une culture différente. Donc forcément, il y a aussi des joueurs qui doivent partir pour que tout ça soit mis au point. Donc il y a aussi des rumeurs d'arrivée qui circulent, notamment les pistes les plus chaudes pour le mercato hivernal. C'est le piston gauche, un défenseur central, un attaquant de pointe et un milieu de terrain. Du coup, selon les sources, pour le 9 qui est susceptible de venir, on parle beaucoup de Victor Osimhen, qui est prêté actuellement par Naples à Galatasaray, mais qui bénéficie d'une clause qui est à 70 millions. Autrement dit, si United pose des 70 millions sur la table, Osimhen retourne à Galatasaray pour signer son contrat à Manchester United. Pour moi, Osimhen, c'est un joueur que j'adore, que j'apprécie énormément. Et je l'ai toujours dit, il faut que ce gars-là signe chez nous. C'est un attaquant complet, puissant dans les jeux aériens, puissant dans balle au pied, qui perce beaucoup. C'est un profil aussi qui va chercher beaucoup en profondeur, un renard de surface. Et il y a 2 ans, on a tous vu ce qu'il a fait avec le Napoli. Donc voilà, c'est un piste que j'adore. C'est un joueur que je suivais déjà depuis son passage au LOSC, Lille. Donc je suis plutôt chaud pour ce joueur-là. Sinon, il y a aussi l'autre piste, Victor Boniface, je pense, qui joue à Leverkusen. C'est un joueur que, pareil, que selon les rumeurs, c'est un joueur aussi qui est puissant, qui est rapide et qui est un tueur devant les cages, mais c'est un joueur que le Bundesliga, en fait, c'est un championnat que je connais pas beaucoup. Donc je connais pas beaucoup le joueur et je peux pas vraiment vous le dire. Mais on va faire un mercato idéal pour ce genre pour parler vraiment des pistes. Sinon, il y a aussi en 9 Samu, l'attaquant de Porto de 20 ans, l'espagnol. Lui, je pense que s'il vient chez nous, c'est plutôt pour être le doublure de Højlund. Mais sinon, voilà. Donc, il y a ça comme nom qui circule au niveau d'attaquant. Niveau milieu de terrain, on parle beaucoup de Chris Rigg. Le milieu de terrain, milieu central de Sunderland. Voilà, sinon il y a aussi... je sais pas d'ailleurs si Jobe Bellingham, il fait partie de cette liste-là. J'ai vu une sorte de rumeur comme quoi United était en train de suivre Jobe Bellingham, qui joue aussi à Sunderland. Mais sinon il y a aussi Nipan, qui joue à Rosenborg, il me semble. J'ai fait une vidéo sur ça justement. Du coup vous pouvez y aller pour le checker. Niveau piston, les pistes qui sont présents, il y a Alphonso Davies du Bayern. On sait tous qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc si on veut l'attirer à Manchester United, il faut le faire cet hiver. Parce que si on attend l'été, c'est sûr qu'il va partir gratuitement au Real Madrid. Il y a le latéral justement de Bournemouth, Kerkez il me semble. Donc pour ceux qui connaissent pas Kerkez, on aura l'occasion de l'observer demain pendant le match. Il y a sinon le potentiel retour de Fernandes, qui fait le bonheur du Benfica en ce moment, qui est vraiment
intéressant. D'ailleurs, quand il était à Manchester, j'ai toujours dit que ce gars-là, il était intéressant. Et je pense que là, avec le méforme de Luke Shaw, surtout que il a joué, Amorim le connaît très bien, hein, Fernandez. Donc Fernandez Caceres. Donc on a mis le petit clause de rachat en plus sur le joueur, donc on peut le faire venir pour 17 millions. On pète la clause de rachat et voilà. Concernant la défense, franchement, je sais pas, j'ai pas vraiment de nom en fait de défenseur qui va venir. À part le défenseur de Everton qui revient assez souvent, ou bien le défenseur de Crystal Palace. Mais je vais faire une vidéo spéciale justement pour parler des différents profils, etc. Mais voilà, ça c'est les news qui ont circulé. Concernant du coup les interviews d'avant-match, d'abord il faut savoir que il y a un interview du coach de Bournemouth justement qui parlait aux journalistes et qui faisait référence au match qu'on a eu face à Tottenham. Il disait que United, c'est une équipe qui sait gérer les tempos, qui savent quand est-ce qu'il faut pousser pour marquer des buts. Et certes, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts aussi sur les coups de pied arrêtés, 42%, stat terrible. Donc ça sera clairement un match compliqué pour eux. C'est ce qu'il disait grosso modo pendant son interview. Et que ils savent que ça va être compliqué, que c'est pas le même, que Amorim il a mis en place son style de jeu, que Manchester United c'est une équipe qui a la possession de balle maintenant sous l'ère Amorim, donc ça va être très très compliqué pour eux. Grosso modo c'est ce qu'il disait pendant cette conférence de presse. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais Mason Mount a écrit un message qui s'adresse aux fans des Red Devils, qui grosso modo c'est une lettre d'excuse pour ses blessures et qui disait que il va revenir en force et que nous les supporters on le connaît pas vraiment, mais c'est un gars qui a faim grosso modo et que il va tout faire pour être présent au plus vite et que il était vraiment désolé. Encore une fois, j'aime beaucoup Mason Mount, mais c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et je pense que il est temps de se séparer de lui. Je sais que Amorim adore Mason Mount, mais moi ce qui me gêne en fait c'est cette blessure à répétition. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, hein. Dans ses déplacements, il est toujours généreux dans le pressing, mais voilà. Je sais que dans une vidéo que j'avais fait, j'ai parlé de potentiellement qu'il sera disponible pour Bournemouth, mais finalement, suite aux examens, je pense qu'il va être absent pendant encore 2 semaines. À voir. Ça reste à confirmer. J'ai pas de date vraiment de retour, mais s'il a fait une lettre d'excuse comme Luke Shaw, je pense que ça va durer. Franchement, j'étais tout content quand il n'y avait plus personne à l'infirmerie, et là, bam, Luke Shaw, Mason Mount et Lindelof. Donc voilà. Et justement, il y a les journalistes qui ont demandé ça à Amorim aussi pendant l'interview. Comment tu peux gérer ces blessures-là? Il disait que c'était pas à lui de gérer ça, c'était pas son taf. Mais que Mason Mount c'est un joueur qu'il affectionne beaucoup. Puis vient Amorim qui disait que qu'on l'a senti pendant le match qu'on dominait via la possession de balle, ce n'était pas la dernière passe le problème de l'équipe, c'était le dernier tir. Et que ça, du coup, il fallait le corriger. Et justement, on a vu ça pendant Tottenham, hein. Il y avait les doubles occasions de Eriksen où il frappe, c'est dévié par le défenseur à chaque fois. Donc, ou bien le stade terrible qu'on a vu pendant le premier mi-temps face à Tottenham, 0 tir cadré. Donc, j'espère qu'on va corriger ça. Comme le coup de pied arrêté, comment défendre sur les coups de pied arrêtés. Encore une fois, parce que face à Tottenham, on s'est pris encore des buts sur coups de pied arrêtés.
Donc il faut corriger ça. Pour ma part, je pense que ça sera corrigé. Il faut du temps. D'ailleurs, Amorim parlait de ça, que il n'a pas vraiment beaucoup de séances avec tout le groupe confondu pour travailler. Mais que ce qu'on voit jusqu'à maintenant, en fait, c'est que c'est fait par beaucoup d'analyses. En fait, pas beaucoup d'entraînement, mais beaucoup d'analyses. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que ça va donner après la préparation de l'avant-saison? Qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte. Franchement, je suis hypé par ce que je vois de Amorim. On a toujours demandé un fond de jeu. On l'a maintenant. Maintenant, il y a des détails à corriger. Mais une fois tous ces petits points corrigés, je pense que United va retrouver le sommet. Et je suis trop content pour ça. Pour nous les supporters. On lui a notamment posé la question sur l'arbitrage. Il disait qu'il parle pas des arbitres. Et cette réponse-là, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que tu vas parler des arbitres et alors? C'est pas ça qui va changer un match. Un match qui est déjà fini. C'est injuste, certes. Mais il faut passer à autre chose. Il fallait mieux gérer les occasions. Donc, cette réponse d'Amorim, je parle pas d'arbitrage. J'ai adoré ça. Parce que ça change de Erik ten Hag qui arrive en conférence de presse, qui va nous sortir « Oui, mais l'arbitrage, Nani, on méritait de gagner parce que là, il y avait faute. » Bref, ça change. Et c'est ultra positif pour nous. Puis vient l'interview de Ligt. De Ligt qui parlait des 11 alignés par Amorim qui n'étaient pas toujours la même. Et que depuis l'arrivée d'Amorim, il a joué 4 matchs au milieu et 2 matchs à droite. Et il parlait aussi du fait qu'il peut aussi jouer à gauche parce qu'il a fait ça avec le Bayern. Du coup, il disait que en fait jouer dans le centre, tu es un peu plus statique. Parce que tu es là en fait pour couvrir. Mais quand tu jouais à droite ou à gauche, là tu dois courir, tu dois faire beaucoup d'efforts parce que tu dois couvrir une zone plus large. C'est ce qu'il disait mot pour mot. Du coup, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est que pourquoi il y a toujours cette zone entre le piston et la défense qui est libre. Est-ce que c'est les défenseurs centraux qui ne sont pas encore adaptés pour couvrir ces zones-là? Ou bien c'est une erreur de jugement? Je pense que face à Tottenham, je trouve que face à Tottenham, ce problème-là était plus ou moins réglé. Certes, il y avait encore 2-3 occasions dans ces trucs-là, mais je pense que ça a été plus ou moins corrigé. Donc, voilà ce qu'il expliquait de Ligt, que ceux qui jouent à gauche ou à droite, ils doivent courir plus pour couvrir une zone plus large. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Il parlait notamment du fait qu'il est très solide et physique et que c'est un leader et qu'il veut aider l'équipe à atteindre le sommet, à évoluer. Mais aussi aider les jeunes comme Leny Yoro. Qu'il estime que Leny Yoro c'est un très bon gamin qui est fort et qui a beaucoup de potentiel. Enfin, il est revenu sur le système de jeu proposé par Amorim. Il disait que ça fait 6 matchs qu'il joue sur ce système de jeu et que ça devient naturel pour eux de jouer sur le fameux 3-4-3. Et c'est naturel. Maintenant, les joueurs ne se posent plus de questions et ils savent ce qu'ils doivent faire pendant le match. C'est tant mieux pour nous, tant mieux pour l'équipe. Si ils savent ce qu'ils doivent faire,
ça peut être que bénéfique pour Manchester United. Le problème, c'est que des fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. J'ai l'impression, quand je regarde Manchester United, c'est qu'on se pose trop de questions. Ça ronronne beaucoup. L'équipe, elle est plaisante à voir maintenant. C'est plaisant de voir Manchester United jouer depuis l'arrivée de Amorim. Mais le problème, c'est qu'il y a des détails qui ne vont pas. Je pense que il faut un bon piston gauche déjà pour commencer. Vous voyez, c'est juste des détails en fait qui ne vont pas. C'est des détails à corriger. Le placement, le jugement, comment défendre sur les coups de pied arrêtés, comment il doit revenir les pistons. Il doit proposer des appels de balles. Il doit être juste techniquement. C'est ce genre de choses qui manquent à cette équipe au jour d'aujourd'hui. On peut le voir par moment, mais pendant un match complet, on ne voit pas United dominer de... On ne le voit pas encore ça, Manchester United dominer de A à Z, c'est-à-dire les 90 minutes d'un match. Il y a forcément un petit truc qui va déclencher le truc. Par exemple, ce qui a déclenché face à Tottenham, les efficacités, c'était les erreurs de Foster. En fait, on est un peu dans cette équipe à réaction. C'est-à-dire, on attend que l'adversaire marque pour réagir. On a vu ça face à City, on a vu ça face à Tottenham, on a vu ça face à Bodo Glimt. Et je pense qu'on a vu ça face à Viktoria Pilsen. Donc voilà. On va parler du match en soi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a eu les deux derniers matchs qu'on a eu face à Bournemouth, on les a perdus. Enfin, on a perdu 3-0 à domicile à Old Trafford, puis on a fait match nul chez eux. On a clairement une image à redorer, un blason. Je pense que cette équipe de Bournemouth, il est prenable pour nous. Pourquoi ? Parce que leur meilleur joueur, qui est Dominique Solanke, il est parti à Tottenham. Et que derrière, il faut faire attention, parce que derrière, ils ont acheté un très très bon remplaçant à Solanke. Evanilson, c'est ça, hein, l'attaquant brésilien qu'ils ont acheté, Evanilson. C'est un très très bon attaquant. J'ai vu quelques matchs de Bournemouth et franchement, Evanilson, il est très très bon. Donc il ne faut pas venir les sous-estimer en disant oui, mais non. Là, on doit jouer notre football. Et surtout aussi, on est à domicile. Il faut mettre les choses au clair. Il faut mettre du spectacle. Et d'ailleurs, Amorim, il a souligné ce fait-là de honorer les supporters. Il faut donner du spectacle. Cette équipe-là, on peut les battre. L'année dernière, je vous dirais, non, on ne pouvait pas battre, on ne peut pas les battre, on est trop nuls. Mais là, on est une bonne équipe. On est une bonne équipe. Il n'y a pas d'excuses. Ce que je veux voir dans ce match-là, appel de balle, dans la profondeur, être juste techniquement. Je le souligne encore. Je veux que le CR7 Prime Diogo Dalot, là, il apprend à contrôler une balle. Je veux que Bruno Fernandes, il arrête avec ses extérieurs du pied. C'est pas Modric, c'est Bruno Fernandes. Je veux qu'on contrôle mieux le tempo du match. Je veux qu'on soit juste devant les cages. Je veux qu'on ne se prenne pas des buts sur coup de pied arrêtés. Je veux pas voir des erreurs défensives. Je veux qu'on les contrôle de A à Z. Là, c'est pas Chelsea, c'est pas Arsenal, c'est Bournemouth qu'on va affronter.
Bournemouth, c'est pas une grande équipe. C'est une bonne équipe, mais c'est pas une grande équipe. On parle de Manchester United, les gars. Manchester United. Maintenant, nous allons parler du 11 titulaire que je vois bien. Je pense que Amorim, il tient son 11 type. Mais, encore une fois, il y a des joueurs qui ne doivent pas faire partie de ce 11-là. Et c'est pour ça que je pense qu'Amorim, il attend justement le mercato pour le combler. Mais, il va partir sur son 11 type dans ce match-là. C'est-à-dire Haaland en 9, Amad Diallo et Bruno Fernandes en 10. Piston en gauche, Diogo Dalot. Puis Maino Ugarte. Mazraoui à droite. Les trois défenseurs centraux, Maguire, Licha et De Ligt. Et Onana dans les cages. Voici l'équipe que je vois. Après, il y a aussi Lenioro qui est sur le banc. Donc, je pense que cette équipe peut faire du spectacle face à Bournemouth. C'est-à-dire, on peut les battre facilement. Et je vois un 3-0 pour ce match-là. Mon pronostic du match, 3-0 pour Manchester United. Voilà les gars. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à la prochaine fois. Ciao, ciao.